En RDC, on n'a jamais pris une partie, une portion ou la moitié, plus de la moitié de notre territoire. Donc, scientifiquement par là, il y a des principes qu'il faut d'abord réunir avant de changer la Constitution. Ce que je vous dis, c'est scientifique et c'est vérifiable. Celui qui hausse les tons pour dire que nous allons changer la Constitution, demande à ces messieurs, est-ce que les principes sont réunis? Depuis que le régime de M. Félix Tshisekedi, ce régime a osé initier cette démarche, lorsqu'on a tenu notre point de presse, est-ce que vous les entendez encore parler? Moi, Fumotot, au nom de mon honnêteté scientifique, je vais reconnaître, notamment la Constitution que nous avons, les institutions que nous avons, ce n'est pas lui seul. Et d'ailleurs, il a bien dit, c'est sous son régime. Sous son régime, ça veut dire qu'il ne pouvait pas ne pas. Okay. Mais ça signifie aussi qu'il pouvait ne pas, mais il allait subir la rigueur de l'histoire. Okay. Parce que Mobutu a dit, je ne peux pas. Mais comment a-t-il fini? Moussa avait fermé les partis politiques. Comment a-t-il fini? Non, il ne faut pas confondre la démocratie congolaise et la démocratie de Brazzaville de l'Angola. Kabila n'a pas trouvé d'entreprise. Okay. Et c'est Kabila qui a commencé en effet à mettre en œuvre, à réunir le pierre pour bâtir ce qu'on appelle édifice Congo. C'est Kabila, Joseph. Je vous dis, okay. Croyez-moi, Kabila arrive à la République, il n'y avait pas d'entreprise pour engager les jeunes. Un professeur d'université avait à peine $500. Le magistrat touchait à peine $200. Les infirmiers, les fonctionnaires étaient dans les arriérés de 30 mois. Joseph Kabila arrive, comme c'est un homme qui aimait le Congo à l'âge de 29 ans, c'est Joseph Kabila qui a commencé à reconstruire la République, c'est le bâtisseur. Quand il dit nous devons demander pardon à Joseph Kabila. Lui demander pardon, nous là c'est qui? Et il peut perdre. Mais il ne peut pas lui demander pardon parce que Joseph Kabila a donné au PPRD tout ce qu'il pouvait donner au PPRD. Ils peuvent lui demander pardon dans les rapports privés. Okay. Mais nous devons plutôt reconnaître que Kabila n'est ni Dieu ni le diable. Okay. Kabila n'est pas le diable parce que Kabila a réalisé des choses qui sont restés pour le compte de la République, qu'il faut reconnaître que le chef de l'État est venu continuer au nom du principe de la continuité de l'État. S'il y a des aspects de la vie où Kabila a travaillé très bien et que les Congolais de l'Union sacrée ne veulent pas reconnaître, moi, Fumotot, au nom de mon honnêteté scientifique, je vais reconnaître, notamment la Constitution que nous avons, les institutions que nous avons, ce n'est pas lui seul. Et d'ailleurs, il a bien dit. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit que j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Félix Tshisekedi. Le président de la République, l'homme le mieux informé de la République, celui qui contrôle l'ANER, contrôle des MIAP, connaît tous les services de sécurité. Félix Tshisekedi dit, j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Ce n'est pas Fumutu qui doit remettre en cause la parole du chef de l'État. Le chef de l'État est mieux informé que vous. Okay. Il y avait certainement des sous-bassements. Il y avait certainement des informations en sa possession pour finir dans cette phrase. Donc, on ne peut pas engager un débat ici sur l'armée. Il faut d'abord voir l'historique de notre armée. D'où venons-nous? Pour que nous puissions avoir cette armée que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons jamais hérité le pays entier. Parce qu'au moment où Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo arrivait au pouvoir, il y avait déjà un accord de vente d'une partie de la République signé au mois de septembre, je crois, 2013, entre le M23 et le régime de Kinshasa. Okay. Il y avait le mixage, le brassage de toutes les armées avec un problème de commandement au niveau de l'armée. Parce que l'armée ne gagne la guerre qu'avec d'abord l'idéologie, le commandement et l'équipement. Qui a tué l'uniformité du commandement de l'armée congolaise? C'est Joseph Kabila. Qui a laissé sans secret l'armée congolaise? C'est la guerre qui a mené Kabila père au pouvoir et Joseph Kabila fils au pouvoir. Qui a dit qu'il n'a pas changé les Congolais, les héros en Congolais? Qui a dit qu'il y manquait même 15 collaborateurs capables de sauver le Congo? Qui a parlé de la concussion, de la gabégie, de l'indiscipline, de la corruption et qui n'a pas transformé? Nous demandons à Joseph Kabila pour avoir paralysé l'armée. Je suis d'accord avec vous. Le droit international viendra constater que vous êtes en conflit avec un autre État par rapport à votre comportement. Comment est-ce que vous réagissez sur le terrain? Maintenant, le comportement que vous avez vis-à-vis de Rwanda ne pousse pas le monde à croire que réellement vous êtes en guerre. Tantôt, vous vous cantonnez sur le M23,
vous ne dépassez pas les frontières, vous n'allez pas directement vers le Rwanda, vous acceptez que la guerre se passe sur votre territoire, vous n'allez pas au-delà de ce qui est la sphère que nous voyons le M23, ainsi de suite. C'est sur le sol congolais. De plus, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, mais il y a un petit problème au niveau de la connexion. Mais vous allez suivre cette émission juste après les directs sur 10e rue Télévision, sur YouTube, au Centre TV ou sur Delcas Télévision. Comme d'habitude, vous allez suivre votre émission. Je vous avais annoncé aujourd'hui un débat interdit au cardiaque entre Monsieur Aristote Ngarimé, qui est du PPRD, fidèle au combat du PPRD, fidèle également de Joseph Kabila Kabange. Il est ici avec nous. Monsieur Aristote Ngarimé, soyez le bienvenu. Merci, très cher journaliste, pour cette invitation. J'en profite pour saluer l'initiateur de cette chaîne, ainsi que le personnel que je vois ici. Pour moi, c'est une joie immense de se retrouver ici en ma qualité d'opposant, qui me soit aussi permis de saluer le président national de mon parti politique, le camarade de Joseph Kabila Kabange, qui est en train de poursuivre ses recherches doctorales, parce que bientôt il sera docteur en sciences politiques et relations internationales, Joseph Kabila Kabange, que je salue, ainsi que le secrétaire permanent de mon parti, le PPRD, puisqu'il n'y a qu'un seul PPRD, le PPRD de Joseph Kabila Kabange. Ici, je cite le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, les cadres militants. Je suis fort content de se retrouver ici afin d'échanger. Voilà. En passant, je suis l'auteur d'un livre. J'ai laissé ce livre-là dans ma voiture, il fallait que je vous donne un exemplaire. J'ai écrit un livre intitulé « Les livres de promesses de Félix Tshisekedi ». Plus de 256 promesses non tenues. J'ai recensé ces promesses-là par rapport à son premier quinquennat. J'ai évalué plus de 256 promesses, des promesses documentées, avec de précision, des dates. J'ai à faire un livre, le livre des promesses de Félix Tshisekedi. C'est connu, c'est consommé, c'est tellement acheté. Les promesses non réalisées. Non tenues, non réalisées de Félix Tshisekedi. Donc, le quinquennat passé, j'ai recensé 256. Je suis en train de faire le tome D de ce livre-là, le tome D. Donc vous croyez que dans ce nouveau mandat, il y aura encore des promesses? Il n'y a pas à croire. Il y a déjà des promesses. Même pendant la campagne, il a fait des promesses aux habitants de Boma. En offrant des Boma pendant la campagne. Il a promis au peuple de Boma que d'ici le 30 décembre, vous aurez l'électricité. Là, c'était pendant la campagne électorale. Et ça n'a pas été. Mais il avait réalisé ça? C'est pas fait. J'ai pris langue avec les gens de Boma, ça n'a pas été. Donc, je suis l'auteur d'un livre intitulé « Le livre des promesses de Félix Tshisekedi ». Plus de 256 promesses non tenues. Je vous donnerai un exemplaire pour que vous puissiez aussi comprendre. Je veux que quelqu'un puisse me contredire. Si ce que j'ai écrit, c'est faux ou c'est vrai. Mais jusque-là, silence et radio du camp de l'IDPS. Merci, monsieur Aristote Ngarimé, fidèle à Joseph Kabila Kabange. Mais parce que vous l'avez cité, quelqu'un m'a dit Joseph Kabila est en retraite politique anticipée parce qu'il avait échoué de transformer, de changer l'homme congolais et aussi de donner les meilleurs aux Congolais. Est-ce vrai que Joseph Kabila il est en retraite? Joseph Kabila Kabange, c'est un retraité politique aujourd'hui, mérite le respect. La dernière fois que j'étais avec Kabila dans une réunion à Kingakati, cette question a été posée. Vous continuez à y aller toujours? Non, la dernière fois que nous étions avec le président Kabila, c'était l'année passée, à Kingakati. Cette question a été posée, cette question a été soulevée. Président Joseph Kabila Kabange, est-ce que vous aviez laissé la politique? Est-ce que vous êtes en retraite? Est-ce que la politique ne vous intéresse plus? Monsieur le président honoré de la République, autorité idéologique du FCC et président national du PPRD, dites-nous, quel est votre rapport par rapport à la politique? Vous avez pris de la distance? Le président Joseph Kabila Kabange, il nous a dit, il m'a dit qu'il n'a pas laissé la politique, il n'en a même pas l'intention. Je répète, le président Joseph Kabila Kabange n'a pas l'intention de laisser la politique. Donc, il est en politique. Cependant, le silence éloquent, le silence pédagogique de Joseph Kabila Kabange laisse croire à certains
personnes qui n'ont pas compris la leçon du silence, comme s'il est loin de la politique. Joseph Kabila Kabange est devenu plus politique qu'avant. Donc il n'a pas laissé la politique. Il est avec nous. Il échange dans des orientations. Il est le président national du PPRD. Il n'a pas laissé la politique. Il semble qu'il est devenu stérile sur le plan de l'offre. Il n'a plus rien à donner. Les gens qui l'entouraient, certains professeurs aujourd'hui, le professeur Lumanu et tant d'autres, ils sont dans l'union sacrée. Lorsqu'on fait ses recherches doctorales, lorsqu'on se lance dans une recherche doctorale de sciences politiques et relations internationales, ça veut dire que la science regorge tout. La science, c'est une richesse, c'est une forêt immense. Donc, il est allé chercher encore de nouvelles connaissances, une nouvelle offre politique, en fait, de requinquer, de revoir sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan sociologique, comment conduire le peuple congolais. Donc, pendant 21 ans qu'il est au pouvoir, il ne savait pas qu'il était la voie à prendre. Vous ne comprenez pas. Vous avez été ressourcé encore. Mais tout homme, vous savez comment l'aigle s'est rajeuni? L'aigle. Avez-vous déjà suivi le documentaire de l'aigle? Comment il s'est rajeuni? Lorsqu'il vieillit, il monte très haut au sommet de la montagne. Il reste pendant un moment. Question de se rajeunir, afin de se relancer. Donc, c'est ça l'homme. L'homme se régénère, l'homme il se remet en cause, l'homme il se redirige autrement. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de connaissances, mais cependant, il est allé puiser dans la science, savoir comment encore orienter le peuple congolais. Joseph Kabila Kabange n'a pas laissé la politique et il n'en a même pas l'intention, dixit Kabila lui-même. Alors, Joseph Kabila a donné la réponse à Aristote Ngarimeke du PPRD, qui n'a pas abandonné la politique. Mais j'ai suivi au Sénat, M. Aristote Ngarimeke, jusqu'à aujourd'hui, il est le sénateur à vie. Il y a quand même certains sénateurs qui pensent que s'il continue encore à s'absenter, on va lui ôter ses titres du sénateur à vie parce qu'il ne veut pas mettre en musique la connaissance qu'il a au profit des autres. Ce n'est pas une manière d'humilier la République qui ne se présente pas? C'est déplorable. J'ai connu le Sénat de Kengoa Dondo. J'ai connu le bureau du Sénat de Kengoa Dondo. C'était de messieurs respectables, pétris de talent, de personnes ressources. On ne vient pas apprendre la politique au Sénat. C'est la chambre des sages, la chambre des retenus. Vous dites qu'il est sénateur à vie. Ça veut dire qu'il est sénateur à vie. C'est lié par rapport à sa vie. Ne serait-ce que ça, sénateur à vie, lié à sa vie. Il n'a pas été élu pour qu'il soit sénateur. Mais ce statut est collé à sa vie. Collé à sa vie, il doit quand même se présenter. Jusqu'à la mort. Ouais, non, il doit se présenter pour quand même offrir ses connaissances, sa sagesse aux autres. La Constitution ne prévoit pas une disposition du retrait de ces statuts. La Constitution n'y prévoit pas. Le règlement intérieur doit être vérifié à la Cour constitutionnelle. Ici, ce règlement viole la Cour constitutionnelle, directement, on va abolir. Le Sénat, on ne vient pas faire de faux pas au Sénat. Le statut de sénateur à vie est viagé. C'est jusqu'à sa mort. Donc, si il n'y a aucune disposition du retrait de ces statuts. Donc, il est à vie. En effet, on peut, dans quelques mois, dans quelques années ici, dans 2-3 ans, Félix Tshisekedi sera aussi sénateur à vie. S'il vous plaît, si je pose la question au professeur Bouchab et tant d'autres, ils peuvent nous confirmer ce que vous êtes en train de dire, qu'il n'y a aucune disposition qui prévoit qu'on peut les retirer, ces titres honorifiques. D'abord, vous avez dit honorifique, c'est rattaché à sa vie. Ça peut, le Sénat n'est pas... J'ai été surpris de voir la configuration du Sénat. J'ai connu le Sénat de Mokolo Apombo. J'ai connu le Sénat de Ramazani Baya. J'ai connu le Sénat de Shokitung à l'époque. J'ai connu le Sénat de Mokonda Bonza. J'ai connu le Sénat de Mabi Mulumba. J'ai connu le Sénat de Kengo. J'ai connu le Sénat de mon vieux ici, Mario Cardozo Losembe. Les Sénats à l'époque, c'était pas des petits messieurs qui sont venus chercher l'argent, c'était des grands messieurs à l'époque sous Kengo. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons un Sénat rempli de professeurs. Vous avez les professeurs Bati Lukwebo, vous avez le vieux Kindwelo, vous avez le Kazadi,
D'ailleurs, le fait seulement de Benjamin du Sénat. de ternir le Sénat par le dossier de la corruption à la hauteur de 3 millions de dollars. Corruption? Oui, justement, corruption, détournement. Non, il ne faut pas dire ça. Mais ce n'est pas moi. Le vieux Kindelo, il a manipulé l'argent depuis sa jeunesse. Il ne faut pas dire ça. Christian Lusaka ne va pas me contredire parce qu'il a fait une émission sur cette question. Thierry Kamou de Kalma, le D ont fait l'émission sur cette question. Mais j'ai été surpris. Le Sénat le fait seulement d'entendre qu'il y a eu détournement de 3 millions de dollars. Ça résume tout. Le fait seulement qu'on a vu des guéguerres. Ça veut dire que le Sénat, on ne peut pas comparer le Sénat de Kengo Adondo et le Sénat de Bahati Lukobo et consorts. Non, regardez. C'est le jour et le doyen est là, le vieux Kindelo. Est-ce que vous n'aviez pas lu de correspondance croisée? De correspondance, un sénateur acquise le bureau d'âge, le bureau d'âge acquise le pasteur Sunguma. Vous n'avez pas vu de telles correspondances. Ce qui revient à dire, ça ternit l'image du Sénat. Il semble que c'est ce que vous êtes en train d'entretenir pour l'image. Certains disaient, sous Joseph Kabila Kabange, certains disaient, bien que je ne partage pas ce point de vue, certains disaient que sous Joseph Kabila Kabange, il y avait des institutions, des services qui se démarquaient sous Joseph Kabila Kabange. De un, il y avait la justice militaire. Sous Joseph Kabila Kabange, on ne tergiversait pas. C'était un organe, une justice réputée honorifique sous Joseph Kabila Kabange. Et de deux, vous êtes sérieux? Et de deux, écoutez, et de deux, on parlait du Sénat. Sous Joseph Kabila Kabange, certains disaient qu'il y avait des institutions, des organes là qui se démarquaient. J'ai dit que je relaye ce que j'entendais. Parce que moi-même, j'ai vécu au Sénat pendant 10 ans comme assistant parlementaire. Donc, on dit qu'il y avait la justice militaire, il y avait également le Sénat. Mais le Sénat d'aujourd'hui n'est pas comparable à celui de Kengo. Il y a le jour et la nuit. Donc, on ne peut pas retirer le statut de sénateur à vie parce que c'est un statut viager. C'est lié à sa vie. Je souhaite qu'on puisse me proposer une disposition où on dit, si Joseph Kabila Kabange ne se présente pas lors d'une plénière ou s'il y a de plénières au-delà des 50%, il ne se présente pas, on peut lui retirer ce statut. Ça n'existe nulle part. Mais le Sénat, c'est la chambre de sages. Les gens qui ont travaillé, les gens qui ont l'expérience. Donc, vous dites que toute l'expérience que Joseph Kabila a encaissé dans sa vie, il ne peut pas mettre ça à la disposition des sénateurs. Donc, ces titres, pour lui, c'est pour rester avec ça à la maison? Non. Il a déjà été, le quinquennat passé. Non, il était venu justement, il était venu. Une fois c'est bon. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un titre honorifique. Donc, il ne peut pas exercer conformément à un sénateur élu. Un sénateur élu, c'est-à-dire qu'il était candidat, il a bénéficié de voix des députés provinciaux, ce qui a fait de lui sénateur. Et il va exercer pendant 5 ans, et puis son mandat va expirer. Mais il n'en est pas ainsi pour Joseph Kabila Kabange. On ne peut pas retirer le statut de sénateur à vie à Joseph Kabila Kabange. Sur le plan scientifique, c'est une aberration. Sur le plan politique, ça ne s'explique pas. Sur le plan sociologique, c'est de la sorcellerie. Il n'y a que le Sénat actuel qui peut imaginer telle procédure. Expliquez-moi, ça se fait où? Dans quel pays vous avez déjà vu un sénateur à vie? Avez-vous fait une étude comparative? Prenez un seul pays pour faire le droit comparé ou une étude comparative d'un pays où un sénateur à vie ne s'est pas prononcé et on lui aurait retiré, n'est-ce pas, les statuts. C'est de l'absurdité. Alors à l'essentiel, c'est un titre honorifique, il viendra, il va siéger. C'est honorifique, ça dit tout. Il viendra échanger, parler, ainsi de suite, donner son expertise, écrire, tout ça. Mais cela ne fait pas de lui sénateur au même titre que les autres. Mais il est quand même payé, il est quand même payé chaque fin du mois. Nous vous avions dit, mais où est-ce qu'on verse les raisons son salaire pour lesquelles il est payé, il ne le pratique pas. Pour vous, vous trouvez ça normal? C'est quand même l'argent de la République. Je souhaite qu'on puisse me prouver par quel mécanisme Joseph Kabila Kabange a perçu son argent durant le quinquennat passé. Non, où est-ce qu'on verse son argent? Il ne faut pas dire que la République a des dettes. D'ailleurs, mais je vous dis, Joseph Kabila, quand même. Nous avions soulevé Nous sommes sous l'état de droit. Nous avions soulevé cette question l'année passée. Même maman Olive, sa femme, elle s'était posé cette question
Où est-ce qu'on a versé cette somme dont on entend parler que Joseph Kabila Kabange toucherait autant? Mais nous avions cherché, nous n'avions pas vu. Même comme sénateur à vie, dans quel compte versez-vous l'argent ou l'émolument de Joseph Kabila Kabange? Il n'y en a pas. Mais il n'est pas payé. Donc il n'est pas payé, c'est honorifique. D'ailleurs, il ne s'inquiète pas, il ne cherche pas tout ça. Comme vous avez dit que c'est honorifique. Et c'est fini. Quand vous allez créer une disposition dans les règlements intérieurs pour retirer ces statuts, je dis que c'est très grave, c'est tout simplement le manque à faire. C'est réduire la pertinence du Sénat, c'est réduire la portée du Sénat. Le Sénat n'est plus Sénat. Le Sénat, c'est devenu une histoire des amis et connaissances où on vient s'enrichir inutilement. Merci. Je prends Fumutoto qui est déjà en route pour assurer le public qui va venir. Allô, monsieur Fumutoto. Je doute. Bonjour, monsieur Delphin. Vous êtes en direct, monsieur Aristote est déjà là. Vous confirmez que vous êtes en route? Je suis en route, j'arrive. Merci. Alors, monsieur Aristote Ngarime, votre co-débatteur n'a pas fui. Il est en route, il est en train de venir. Je le souhaite. Alors, la question directe, monsieur Aristote Ngarime, c'est vrai, la thématique, elle est là. Le gouvernement Judith Toulouka face au défi de la bonne gouvernance. Parlons-en, mais avant d'en parler, monsieur Aristote Ngarime, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question directe. J'étais avec Willy Michiki sur mon plateau, honorable Willy Michiki, le prince d'ailleurs. Il avait dit, monsieur Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, il a fait 21 ans au pouvoir, il n'avait pas la passion du Congo. Moi, encore l'amour du Congo, il avait plutôt la passion de faire ses affaires à la tête de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il a plus créé Kingakati, trop d'entreprises de Joseph Kabila. Est-ce vrai, Joseph Kabila n'avait pas la passion du Congo? Puisque vous citez son nom, honorable Willy Michiki. Dans une république où nous avons de Willy Michiki comme le député, il est là. Dans une république où ce monsieur est devenu célèbre, dans une république où je classe cet homme dans le même registre que de Denis Lessi, de Pasteur Mugisho et tant d'autres, et de Willy Michiki. Vous comparez Willy Michiki comme Denis Lessi? Exactement, Pasteur Mugisho et tant d'autres. C'est ça la république, c'est ça le monde de Willy Michiki. Sortir de cet homme de tels propos, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas s'il est réellement un homme politique, s'il est un homme d'affaires, s'il est un chef coutumier, s'il est qui, ce monsieur. Je n'ai pas une référence réelle de cet homme. Mais c'est une honte pour vous parce que vous l'avez nommé sous le régime Kabila. Il était votre ministre. En fait, il était adjoint. Joseph Kabila avait... Il était vice-ministre, en fait. Il venait à peine de trahir son camp. Pour se rallier à notre cause. Donc vous avez nommé quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. On l'a fait de lui, à peine on l'a fait de lui avec douleur d'ailleurs. On a fait de lui vice-ministre. Il a été ministre avant que Kabila soit au pouvoir aussi. Justement, c'est dans une république où, depuis à l'époque de Mobutu, dans une république où on fait d'un tel messier une élite, ça pose un problème. Il est professeur. Ça sort de lui. Il est professeur, s'il vous plaît. C'est votre aîné scientifique. S'il vous plaît. Professeur d'où? Il vient d'où? Il a quelle thèse? Il a fait quoi? C'est votre aîné scientifique. Thèse par rapport à... Il a soutenu sa thèse où? Il a soutenu sa thèse où? Je connais ce monsieur. C'était un trafiquant, il a exercé pendant longtemps à l'Est. Nous connaissons l'activité qu'il faisait à l'époque. Je vais répondre. Il faisait quelle activité? Il sait. Il connaît le documentaire dont je fais allusion. Les documentaires que nous avons tous suivis sur Willy Michiki. Nous connaissons. C'est un homme crédible. Il ne l'est pas. Je reviens par rapport à son propos. Joseph Kabila Kabange avait la vraie passion du Congo. C'est vrai ça? C'est à l'âge de 29 ans que Joseph Kabila Kabange lève l'option d'accepter la lourde responsabilité de diriger la République. Ce n'était pas facile. À l'âge de 29 ans, sortez ici, allez voir un garçon de 29 ans. Comparez, vous aurez l'idée de ce que c'est Joseph Kabila Kabange à cette époque. Il était jeune, il pouvait souffrir la vie, voyager, faire tout ce que nous faisons comme jeunes. Mais Kabila dit non, j'accepte cette responsabilité républicaine. Plus que ça n'existe pas. Pendant cette période, beaucoup étaient ailleurs.
Il faisait je ne sais pas quelle activité. Mais Kabila a accepté à l'âge de 29 ans, s'il vous plaît. Non seulement il accepte d'être président de la République, il tient son propos, son discours le tout premier. Joseph Kabila Kabange dit « Je vais réunir la République ». Voilà la passion du Congo, comment ça coule dans ses veines. Il dit que je vais réunir la République, la réunification du pays. Parce que son père a tenté plusieurs fois d'initier des pourparlers, ça n'a pas évolué, mais lui, il arrive, il dit que moi, je vais réunifier la République. Son prétendu père ou son père? Je parle de son père, s'il vous plaît. Je parle de son père. Il s'appelle comment? Ne me poussez... Son père s'appelle comment? Laurent Désiré Kabila. C'est vrai ça? Ne me poussez pas à aller au fond, c'est clair, et c'est un débat dépassé. Donc, il dit que je vais réunifier la République. Joseph Kabila Kabange. Et il a fait. Il a accepté de partager le pouvoir. La formule 1+4 pour qu'il y ait la stabilité du pays. Plus que ça n'existe pas. Joseph Kabila Kabange a accepté, n'est-ce pas, de faire les élections dans ce pays. Joseph Kabila Kabange a doté la République. Il a promulgué la Constitution. C'est lui qui promulgue la Constitution. C'est lui qui crée les institutions, qui met en place les institutions. Le cours des tribunaux, la cour constitutionnelle que vous voyez aujourd'hui. C'est Joseph Kabila Kabange qui a mis ça en place jusqu'à nommer des juges. Voilà, j'étais avec Dieudonné Kichisi, s'il vous plaît, j'étais avec Dieudonné Kichisi qui me dit cette constitution, c'est une constitution des frappeurs, une constitution qui ne répond pas aux normes de la République. Donc il faut mettre cette constitution à côté. Il ne faut même pas appeler ça une constitution parce qu'il n'y a pas la souveraineté des Congolais dans cette constitution. Également, le professeur Kabisa a dit que cette constitution c'est un acte de vente de la République démocratique du Congo, l'article 217. Vous voulez... J'étais en train d'expliquer la dimension patriotique de Joseph Kabila Kabange. Vous parlez de la constitution, voilà justement. Mais cette constitution, je ne dirais pas plus que le professeur Mbata. Le professeur Mbata a utilisé le mot qui convienne pour qualifier la constitution du 18 février 2006. Le professeur Mbata dit tout haut, brandissant la constitution. Il dit que depuis 1960, nous n'avions jamais eu une constitution meilleure plus que celle-ci. C'était la meilleure constitution et c'est la meilleure constitution. La présente constitution répond à plusieurs préoccupations. La préoccupation des unitaristes et des fédéralistes est répondue dans cette constitution. Cette constitution a répondu à la problématique de la légitimité des élections, mode d'accession au pouvoir. Cette constitution a résolu le problème des droits de l'homme, la liberté d'expression, le multipartisme. C'est la meilleure constitution d'après le professeur Mbata et je suis d'accord avec lui. Mais cette constitution parle également de la minorité. Lorsque quelqu'un vient dire que c'est une constitution qu'on doit jeter, mais je dis c'est très grave, c'est la meilleure, c'est un acte de vente de la République démocratique du Congo. Je considère ça comme un discours populiste, un discours politique qui n'a pas sa raison d'être. C'est un professeur qui a dit ça. C'est un discours populiste, mais j'aurais souhaité qu'il puisse nous dire si la RDC a déjà eu une constitution meilleure, mieux que celle-ci. La constitution de Louabou, vous oubliez? Non, écoutez. Vous êtes quand même insolite. Ce n'est pas la première constitution que nous avons. La constitution de Louabou, lisez là, cette constitution n'a pas répondu à plusieurs préoccupations sur la démocratie, le droit de l'homme. Ce n'était pas répondu dans la constitution de Louabou. C'est la première constitution écrite par les Noirs. C'est ça la constitution de Louabou, je connais. Mais cette constitution n'a pas répondu à toutes les exigences de la RDC. Donc, écoutez, on ne peut pas à ce jour vouloir changer la constitution. Je sais que le régime de M. Félix Tshisekedi, président Félix Tshisekedi, le régime de M. Félix Tshisekedi, ce régime est capable de changer un homme à une femme. Vous dites. Le régime de M. Félix Tshisekedi est capable de changer un homme à une femme. Le régime de M. Félix Tshisekedi est capable de changer une majorité qui n'en avait pas et il s'octroie une majorité. Le régime de M. Félix Tshisekedi est capable de tripatouiller des textes. Le régime de M. Félix Tshisekedi est capable de rendre un député libre au Parlement alors qu'il a été élu sous le fond d'une coloration politique. Ce régime est capable de tout miracle que vous pouvez imaginer. Donc, si vous voulez imaginer changer la constitution, ça ne peut pas se faire.
Scientifiquement par là, on ne change pas la Constitution de cette façon. Il y a Vous des l'avez préalables. fait. Vous l'avez fait. La Constitution de 2006, la Constitution révisée en 2011, n'oubliez pas. Mais il y a un article dans cette Constitution parce que, en attendant, on attend Monsieur Fumututu, vidons d'abord les arriérés du public. Il y a l'article 217 dans cette Constitution qui a 229 articles. Monsieur Aristote Ngarimé, cet article nous met en danger, il semble. On peut déclarer à partir de la République démocratique du Congo un peu naître si au profit de la paix entre le pays africain. Est-ce que vous ne voyez pas que cette manière, ça, cette malignité utilisée par le régime Kabila met le pays en danger? En dehors de M. Félix Tshisekedi, président de la République, qui d'autre a déjà mis en exercice cette disposition constitutionnelle? Il n'y a que lui qui a mis ça en œuvre. C'est lui, le vrai Congolais. Parce que vous avez dit, nous n'étions pas des vrais Congolais. Qui a mis cette disposition en pratique tout le temps que Kabila était aux affaires? Est-ce que Kabila avait déjà activé cette disposition? Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui veut le faire. Il a dit tout haut, plus jamais question de visa, tout ça, parce que communauté EAC, nous serons tous un peuple, nous allons nous unir. Il y a la vidéo qui existe. Donc la personne qui est venue mettre en œuvre cette disposition, c'est d'abord, avant tout, mais c'est Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas dans la manière que vous voulez. Lui, il a parlé comme un panafricaniste dans les soucis. Nous avions citez-moi un seul cas où Kabila a brandi la République. Kadhafi avait déjà dit ça. Il n'est pas le premier. Kadhafi déjà. Donc, je reviens pour ce qui suit. Je vais élaguer cette confusion. La Constitution est révisable. Nous ne sommes pas contre cette procédure. Intellectuel de mon état, scientifique, je ne peux pas affirmer ici, dire tout haut qu'on ne peut pas réviser une Constitution. Une Constitution est révisable. D'ailleurs, c'est prévu dans la Constitution. Le fait de ne pas réviser la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Donc la Constitution est révisable. Il y a des matières où on peut réviser la Constitution. L'article 220. Ça n'a jamais posé un problème. D'ailleurs, nous, au PPR, nous avions dit, d'ailleurs, on peut réviser la manière dont on élit le gouverneur et le sénateur, parce qu'il y a une corruption à ce niveau-là. On peut réviser une constitution. Donc ici, il n'y a pas un problème. Mais nous sommes contre l'abrogation de la constitution. En d'autres termes, le changement de la constitution. C'est là le problème. Parce que le régime en place voulait changer la constitution. Il y a une différence entre changement de constitution et révision. La révision, ça peut être discuté. Et ici, il y a des matières qu'on estime qu'on peut réviser. Il n'y a pas un problème. Mais changer, c'est là où il y a un problème. On ne change pas ainsi. S'il vous plaît, si vous dites que la Constitution peut être révisée, vous affirmez aussi que la Constitution ne peut pas être changée. Non. Voilà. Merci. Maintenant, je vous explique. J'aurais souhaité être contredit par Fumututu. Dans quelques minutes, ils vont entrer. Il y a plusieurs manières, plusieurs principes pour changer une constitution. Premièrement, lorsqu'il y a la naissance de nouvel État, on crée la constitution ou on change la constitution. Comme le Soudan était émietté en deux. L'État qui venait de naître avait obligatoirement besoin d'une constitution. Or, en RDC, ce n'est pas un nouvel État, nous existons depuis longtemps et on ne peut pas changer la constitution. Deuxièmement, on peut changer la constitution s'il y a un cas de force majeure. Ça veut dire un coup d'État. Lorsqu'un coup d'État arrive, on ne cisse pas la Constitution, on propose une autre Constitution. C'est aussi une manière de changer la Constitution. Troisièmement, lorsqu'il y a un cas de force majeure, ou soit il y a une forte rébellion qui arrive, où on a presque pris la moitié de la République, ça peut m'arriver à changer la Constitution, trouver des dispositions pour en effet éradiquer l'insécurité. Voilà le principe qui pousse un État à avoir une nouvelle constitution. Or, en RDC, il n'y a jamais eu un coup d'État pour qu'on puisse changer la constitution. En RDC, il n'y a jamais eu la naissance de nouvel État pour changer la constitution. En RDC, on n'a jamais pris une partie, une portion ou la moitié, plus de la moitié de notre territoire. Donc, scientifiquement par là, il y a des principes qu'il faut d'abord réunir avant de changer la constitution. Ce que je vous dis, c'est scientifique
et c'est vérifiable. Celui qui hausse le ton pour dire que nous allons changer la constitution, demande à ces messieurs, est-ce que les principes sont réunis? Depuis que le régime de M. Félix Tshisekedi, ce régime a osé initier cette démarche, lorsqu'on a tenu notre point de presse, est-ce que vous les entendez encore parler? Plus rien, on n'en parle plus. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais quand les chercheurs, j'ai même suivi le professeur Chadari dit, il ne faut pas changer cette constitution, elle est la meilleure, mais il y a certains chercheurs que j'ai reçus ici, ils m'ont dit, il y a plus de 100 et quelques articles qui posent problème. Parce que plus de 100 et quelques articles, il faut refaire une autre constitution qui s'adapte à nos réalités. Il semble que cette constitution, c'est la copie de la constitution française. Pourquoi on ne peut pas être un pays souverain avec nos propres idées, avec nos propres réalités, s'il vous plaît, M. Aristote? Est-ce que c'est la constitution du 18 février 2006 qui a empêché Nicolas Kazadi de signer une ordonnance à mot d'urgence? Ou soit signer une décision, ou soit pour autoriser qu'on puisse payer en mode d'urgence. Est-ce que c'est la Constitution? Non. Est-ce que c'est la Constitution du 18 février 2006 qui empêche, n'est-ce pas, à la République d'éradiquer, de chasser le M23? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche la République de donner de l'emploi, du travail aux jeunes Congolais? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche le régime en place, n'est-ce pas, de construire les routes, l'opération zéro tour? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche qu'on puisse réduire la famine, éradication de la famine? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche? Vous voyez, il y a des dispositions constitutionnelles qu'on n'arrive même pas à mettre en exercice. Lorsqu'on parle d'un travail décent, de l'emploi décent, donner du travail décent à un Congolais, c'est constitutionnel et on n'arrive pas à le faire. Monsieur Aristote, lorsqu'on parle du logement, dans un pays sérieux, social, s'il vous plaît, dans un pays sérieux, vous ne pouvez plus parler quand même. Parce que si vous demandez ça à Félix Tshisekedi, qui a fait que 5 ans, vous avez fait plus de 20 ans, il ne faut pas... Je ne demande pas tout à M. Félix. J'ai simplement dit que je suis en train de dédouaner... Il n'a pas trouvé des bases. Je suis en train de dédouaner la Constitution. Vous avez semblé me faire croire, vous semblez me faire croire que c'est la Constitution qui bloque le décollage du pays. Et je vous ai fait aussi remarquer, j'ai attiré votre attention, que la Constitution du 18 février 2006 ne bloque aucunement la République. Parce qu'il y a des dispositions qui, jusqu'à présent, souffrent d'application. J'ai parlé de l'emploi décent, logement, de logements sociaux. J'ai parlé de construction de routes. Je parlais d'éradiquer l'insécurité. Ce n'est pas la Constitution qui bloque la République. C'est l'homme qui n'arrive pas à mettre en œuvre, en exercice certaines dispositions. Donc, Joseph Kabila, lui aussi, il était incapable de mettre ces dispositions en pratique parce que vous parlez d'un emploi décent, logements sociaux, les routes. Il semble que vous avez laissé ces pays dans la rue. D'abord, je pense que nous devons tous, nous Congolais, à ce jour, demander pardon à Joseph Kabila Kabange. Vous dites? Je demande aux Congolais de demander pardon à Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Les Congolais de la diaspora. Les Congolais ici, je vous prie, n'est-ce pas, de demander pardon à Joseph Kabila Kabange. Il a été incompris. Joseph Kabila Kabange, c'est un homme incompris de tout le temps. Tout ce que nous avions dit sur Kabila était des faussetés. Nous devons demander pardon à Kabila. Kabila, c'est un homme qui a un grand cœur. Il a aimé le Congo, il a fait les élections, il a laissé le pouvoir. Il a aimé le bien du Congo ou il a aimé le Congo? Je vais démontrer. Nous devons demander pardon à Kabila. Ok. Allons secteur par secteur. Joseph Kabila Kabange a trouvé la République démocratique du Congo avec combien d'entreprises? Mobutu avait laissé les entreprises. Mobutu, l'évêque Mukuna l'a dit. L'évêque Mukuna l'a dit. Il avait dit que Kabila avait trouvé les entreprises. En 1990 et 1991, il y a eu dans ce pays ce qu'on appelait le pillage. Ici, à Limité industriel. Allez-y, il y a encore des industries. Il n'y en avait pas. En 90 et 1991 déjà, il n'y avait pas d'entreprise. Tout ça parce qu'il y a eu pillage dans ce pays. Kabila n'a pas trouvé d'entreprise. Combien d'avions Kabila a trouvé dans ce pays? Kabila n'a rien trouvé. Kabila a trouvé un pays inexistant. Il n'y avait pas Air Zahir. Mais Air Zahir, ça servait quel territoire, quelle province? Air Zahir, vous parlez d'Air Zahir. Vous êtes un peu
archaïque. Air Zahir, Otrafa, n'existait que des noms. Il y avait Air Zahir n'existait que des noms. Otrafa, vous vous rappelez des noms. Kabila n'a pas trouvé d'entreprise. Et c'est Kabila qui a commencé en effet à mettre en œuvre, à réunir le pierre pour bâtir ce qu'on appelle édifice Congo. C'est Kabila, Joseph. Je vous dis, croyez-moi, Kabila arrive à la République, il n'y avait pas d'entreprise pour engager les jeunes. Un professeur d'université avait à peine $500. Le magistrat touchait à peine $200. Les infirmiers, les fonctionnaires étaient dans les arriérés de 30 mois. Joseph Kabila arrive, comme c'est un homme qui aimait le Congo à l'âge de 29 ans, c'est Joseph Kabila qui a commencé à reconstruire la République, c'est le bâtisseur. Il a détruit quoi? Il avait trouvé quoi pour détruire? Il n'avait rien trouvé. C'est Kabila qui a développé que nous avons les institutions ici de la démocratie. C'est Joseph Kabila Kabange. Nous devons demander pardon à Kabila. Il a été mal compris. 5 chantiers, 5 chantiers, le contrat Sino-Congo, tout ça. Aujourd'hui, grâce à l'IGF, la RDC a gagné autant de millions dans ces contrats. C'est pour la première fois que... Il faut demander pardon à Kabila, il faut peut-être chercher à le juger peut-être. Il faut demander pardon à Kabila pour avoir initié de grands travaux. C'est sur Joseph Kabila Kabange, nous avons vu le boulevard ici s'élargir. Sur Joseph Kabila Kabange... Sur facturation, selon Apo-Ipan, sur mon plateau, mais allez-y, renseignez-vous un peu la construction de l'immeuble qu'on appelle Arena, ici, dans l'un des stades de Martyrs. C'est à $105 millions. C'est ça les surfacturations. Surfacturation, c'est lorsque on demande, on défalque plus de $700 millions pour des lampadaires et des forages. Vous dites 700 millions de dollars, 70 millions de dollars pour des lampadaires et des forages. C'est un mot d'urgence parce que... Non, justement. Donc, en réalité... Vous avez laissé le Congo dans le noir, il n'y avait pas de l'eau sous... Tshisekedi, il a voulu qu'on ait au moins depuis. Et puis... Et il a fait le forage. Et pour un seul forage, on défalque $290 000 pour un seul forage. Ça, c'est satanique. Sous d'autres cieux, un tel monsieur mérite la pendaison. Monsieur Fumutoto peut faire son engrais. Monsieur Fumutoto... Nous devons lui demander pardon à Joseph Kabila Kabange parce qu'il a été incompris pendant tout ce temps. Nous devons demander pardon à Joseph Kabila Kabange pour avoir servi la République à l'âge de 29 ans. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Joseph Kabila mérite respect et considération. Les institutions que nous avons aujourd'hui, un État moderne avec des institutions issues de la démocratie, c'est initié sous le régime de Kabila. Alors là, ne pas les reconnaître, si ce n'est pas de la sorcellerie, il faut trouver un autre mot. Merci M. Aristote Ngarime. Prochainement, si M. Fumutoto vient en retard, nous allons les sanctionner ensemble avec le public. Monsieur Fumutoto, il est là. Monsieur Fumutoto, soyez le bienvenu. Merci à vous, merci Aristote. Merci. Pendant tout ce qui m'ont entendu, que finalement, mieux vaut tard que jamais, des embouteillages. J'ai pu prendre la moto pour arriver ici. Je sais que vous respectez. J'ai déjà dit, mais tika makambo. Oh, mes peuples pas de makambo. Alors, merci à M. Fumutoto, le temps nous fait défaut. La thématique était là. Gouvernance, Judith Toulouka, face aux défis à relever. Qu'en est-il de la bonne gouvernance? Avant de répondre à cette question, on parlait quand même de l'apport de Joseph Kabila dans ces pays. M. Aristote dit il faut que les peuples congolais demandent pardon à Joseph Kabila. J'ai posé la question parce que j'ai suivi des sénateurs dire que si Joseph Kabila ne se présente pas au Sénat, on risque de ravir ce titre honorifique du sénateur Ravi dit ce n'est pas constitutionnel, on ne peut pas les ravir. Face à toutes ces questions, que représente Joseph Kabila dans ces pays selon vous? Est-ce un modèle? Est-ce une bibliothèque? Bon, quand on dit sénateur à vie, cela signifie seulement qu'il n'est pas lié au fait d'être voté, élu pendant chaque législature. Oui. Mais est-ce qu'il y a une disposition il y a aussi une disposition qui donne clairement le nombre d'absences qu'un sénateur ou parlementaire en général. Je n'ai pas encore le règlement intérieur de la législature passée par rapport au Sénat, mais au moins, au niveau de l'Assemblée nationale, comme au Sénat aussi, il y avait un nombre limité d'absences, sinon vous perdez les sièges. Est-ce que ces nombres concernent aussi... Non, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une loi qui dit il y a une disposition qui a dit que le sénateur à vie est exempté, même si lui ne vient pas. S'il y en a, donc tant que cette disposition ne sera pas revisée, on ne peut pas lui en faire écho ou problème.
Deuxième chose, quand il dit nous devons demander Pardon à Joseph Kabila, Kabila. Lui demander pardon, nous là c'est qui? Et il peut perdre. Mais il ne peut pas lui demander pardon parce que Joseph Kabila a donné au PPRD tout ce qu'il pouvait donner au PPRD. Ils peuvent lui demander pardon dans les rapports privés. Okay. Mais nous devons plutôt reconnaître que Kabila n'est ni Dieu ni le diable. Okay. Kabila n'est pas le diable parce que Kabila a réalisé des choses qui sont restées pour le compte de la République, qu'il faut reconnaître que le chef de l'État est venu continuer au nom du principe de la continuité de l'État. S'il y a des aspects de la vie où Kabila a travaillé très bien et que les Congolais de l'Union sacrée ne veulent pas reconnaître, moi, Fumoto, au nom de mon honnêteté scientifique, je vais reconnaître, notamment la conscience que nous avons, les institutions que nous avons. Ce n'est pas lui seul. Et d'ailleurs, il a bien dit, c'est sous son régime. Sous son régime, ça veut dire qu'il ne pouvait pas ne pas. Okay. Mais ça signifie aussi qu'il pouvait ne pas, mais il allait subir la rigueur de l'histoire. Okay. Parce que Mobutu a dit, je ne peux pas. Mais comment a-t-il fini? Moussa avait fermé les partis politiques. Comment a-t-il fini? Non, il ne faut pas confondre la démocratie congolaise et la démocratie de Brazzaville de l'Angola. Mais donc, quand M. Aristot aussi affirme que l'article 217 de la Constitution, c'est le président de la République qui a mis ça en pratique, qui a dit on ne peut plus se battre pour les terres, il faut que nous soyons que l'Afrique, que nous puissions être... Article 217 de la Constitution, qui disait au profit de la paix, des communautés, on peut céder notre parti. Il dit que c'est le président de la République qui a mis ça en pratique. Quel est le président de la République? Félix Tshisekedi. Si on sait faire la différence entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, c'est seulement dans le fait que Joseph Kabila, n'ayant pas protégé l'armée, les services de sécurité et la police, il n'a pas aimé le Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui était militaire, qui connaissait les biens fondés d'une armée, a laissé une armée brassée, inféodée, mixée, a laissé une armée avec la moyenne d'âge de 45 ans, a laissé une armée sans recrutement, a laissé une armée sans politique nationale de la défense, a laissé une armée sans la loi de programmation militaire, a laissé une armée sans effectif concret, a laissé une armée sans équipement qu'il faut. Et a laissé une armée sous embargo et sous régime de notification. Vous devez avoir honte quand même. Tout en reconnaissant les qualités, s'il vous plaît. C'est cette armée qui a fait que vous puissiez hériter le pays entier. Mais vous avez réformé cette armée, si cela est vrai, mais le pays n'est plus entier. Nous n'avons jamais hérité le pays entier. Parce qu'au moment où Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo arrivait au pouvoir, il y avait déjà un accord de vente d'une partie de la République signé au mois de septembre, je crois, 2013, entre le 23 et le régime de Kinshasa. Il y avait le mixage, le brassage de toutes les armées avec un problème de commandement au niveau de l'armée. Parce que l'armée ne gagne la guerre qu'avec d'abord l'idéologie, le commandement et l'équipement. Qui a tué l'uniformité du commandement de l'armée congolaise? C'est Joseph Kabila qui a laissé sans secret l'armée congolaise. C'est la guerre qui a mené Kabila père au pouvoir et Joseph Kabila fils au pouvoir. Qui a dit qu'il n'a pas changé les Congolais, les héros en Congolais? Qui a dit qu'il y manquait même 15 collaborateurs capables de sauver le Congo? Qui a parlé de la concussion, de la gabégie, de l'indiscipline, de la corruption et qui n'a pas transformé? Nous demandons pardon à Joseph Kabila pour avoir paralysé l'armée. Nous demandons pardon à Joseph Kabila pour avoir laissé le détournement au grand ciel. Nous demandons pardon à quoi? Mais nous n'allons pas dire que Kabila est le diable. Nous allons reconnaître ses acquis, mais nous allons combattre les faiblesses du régime de Kabila. Et il ne faut pas vraiment qu'on nous amène encore à nouveau le débat de Kabila. Joseph Kabila appartient à l'histoire avec ce qu'il a fait pour le Congo et contre le Congo. Merci, M. Fumututu. M. Aristote Ngari, mais avant de parler de ces sujets de la bonne gouvernance, parce qu'il y a trop de questions très questionnantes ici, mais j'aimerais parce que il y a quand même l'actualité. L'artiste Koffi Olomide, il avait dit le Rwanda nous frappe, nous gifle. Vous, du PPRD, quand vous l'avez suivi, est-ce que Koffi avait raison? D'abord, il faut tout de suite ici rappeler une phrase du président Félix Tshisekedi. Je vous dis que j'ai écrit un livre, c'est dans ma voiture, il fallait vous donner un exemplaire. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi. Plus de 256 promesses non tenues.
documenté, fouillé avec des dates, précision. Okay. Je vous donnerai un exemple, rappelez-moi, c'est dans la voiture, par inadvertance, je n'ai pas pu amener ça ici. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit que j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Félix Tshisekedi. Le président de la République, l'homme le mieux informé de la République, celui qui contrôle l'ANER, contrôle des MIAP, connaît tous les services de sécurité. Félix Tshisekedi dit « J'ai trouvé une armée structurée et organisée ». Ce n'est pas Fumututu qui doit remettre en cause la parole du chef de l'État. Le chef de l'État est mieux informé que vous. Okay. Il y avait certainement des sous-bassements. Il y avait certainement des informations en sa possession pour finir dans cette phrase. Donc, on ne peut pas engager un débat ici sur l'armée. Il faut d'abord voir l'historique de notre armée. D'où venons-nous pour que nous puissions avoir cette armée que nous avons aujourd'hui. La facture lourde que Kabila a payée pour que nous ayons cette armée. Il a payé une facture lourde. Au nom de la réunification, de l'unité de l'armée, il fallait appeler Jean-Pierre Bemba avec ses généraux, il fallait appeler RCD KML avec ses généraux, ainsi de suite, essayer de donner une armée républicaine. C'était une facture lourde pour Kabila. Il parle encore d'un accord qui aurait été signé avec le M23, ainsi de suite, un accord politique. Mais est-ce que cet accord, je ne sais pas s'il en a la copie, moi je n'ai pas la copie de cet accord, est-ce que cet accord a été validé au Parlement? Est-ce que cet accord a été publié au journal officiel? Est-ce que cet accord avait... Est-ce que des rebelles, je ne sais pas... Je souhaite vraiment qu'on puisse me brandir cet accord et m'expliquer la pertinence de cet accord, non ça, les exigences de cet accord. Ici, accord. Est-ce que vous avez cet accord? Cet accord, ça a été accepté au Parlement. Il y avait réellement un accord. Donc, comme vous avez dit, il faut respecter Kabila. Je suis d'accord avec vous, parce que ce n'est pas facile en Afrique de faire la passation civilisée du pouvoir. Depuis 1960, politologue de votre temps, vous le savez, c'était là le grand problème. Et Kabila a résolu ce problème. Donc Kabila est le premier à offrir à la nation congolaise ce qui nous a toujours dérangé depuis 1960. Offrir la passation civilisée du pouvoir. Pour ça, il mérite respect et considération. Le propos de l'artiste Kofi Olomide, parlons-en. D'abord, ici, il faut analyser. Est-ce que Kofi s'est exprimé comme membre du bureau politique de l'AFDC? Je ne sais pas, il faut d'abord que nous puissions analyser. Parce que Kofi, il est aussi politique. On me dit qu'il est membre d'un parti politique. Il est de l'AFDC, de Bahati. Bahati, c'est l'Union sacrée. Kofi était même porté candidat sénateur pour le compte de l'AFDC, semble-t-il. Kofi est aussi un musicien. C'est aussi un poète et un écrivain. D'abord, il faut essayer de voir, il s'est exprimé sous quelle casquette. Il est aussi ambassadeur. Il est aussi ambassadeur. Avec un passeport diplomatique. Passeport diplomatique. Il s'est exprimé sur quel aspect, sur quelle casquette, Kofi Olomide. Et au fond, je dirais, peut-être vous allez condamner les mots qu'il a utilisés, peut-être, mais au fond, il a raison. Il y a la forme et le fond. Dans le fond, il a raison. Dans le fond, il n'y a pas de débat. Kofi Olomide a raison dans le fond. Mais si vous allez peut-être dans la forme, pour dire que, écoutez, il est ambassadeur, comme vous avez dit, il était à la RTNC, il ne pouvait pas dire ça, tout ça. Peut-être dans la forme, mais dans le fond, ce qu'il dit, ce n'est pas la réalité. Voilà. C'est pas ce que nous voyons chaque jour. Merci. J'ai vu une vidéo. Il a dit qu'il n'y a pas de guerre, donc vous dites qu'il n'y a pas de guerre? C'est ça le fond. Vous comme politologue, quand est-ce qu'on parle d'une guerre? Parlez-en. Quand est-ce que, d'abord, la Constitution a tout expliqué pour que la RDC puisse entrer en guerre avec un autre État? Le chef de l'État m'a dit, je vais réunir les deux chambres en congrès pour qu'on puisse me donner l'autorisation, en fait, de déclarer la guerre à la RDC. D'abord de un. Et de même sur le plan international. Lorsque vous dites que nous sommes agressés, il faut que le Conseil de sécurité puisse accepter, prendre acte à travers une résolution que tel État a agressé un tel État. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, formellement par là, scientifiquement par là, sommes-nous à guerre? Constitutionnellement par là, sommes-nous à guerre? Merci pour ces questions. Si tel est le cas, est-ce qu'on a respecté le voie par lequel on peut dire que tel État est à guerre? Merci. Je parle de la guerre. Merci, monsieur Aristote. Monsieur Fumututu, politologue de votre État. Il y a des questions très questionnantes. Nous sommes en guerre ou pas? Je suis très étonné de voir Aristote Ngarim, docteur, que je croyais être un bon doctorat de Sciences Po. Mais aujourd'hui,
possédé par les démons du PPRD, est en train de renoncer à sa science sur le plateau. Non, vous n'êtes pas juriste. Regardez-moi en face. Vous êtes sociologue, politologue comme moi. Les faits précèdent le droit. Aristote, revenez sur l'article 143 de la Constitution, qui nous renvoie à l'article 86 de la Constitution, que le chef de l'État déclare la guerre. Est-ce que c'est la déclaration du chef de l'État qui crée la guerre, ou bien la guerre existe avec sa déclaration par le chef de l'État? S'il vous plaît. Comment tu peux imiter Kofi dans les aberrations comme ça, toi qui es politologue, qui est censé éclairer l'opinion? Mais alors, pour faire comprendre que vous êtes un mauvais disciple de Kofi Olomide et que Kofi Olomide est un mauvais maître de vous, je m'excuse le sens, c'est que l'article 85 qui précède l'article 86 de la Constitution dispose que lorsque des circonstances graves menacent la souveraineté et l'intégrité nationale ou le fonctionnement régulier des institutions, il y a du coup l'état de siège ou l'état d'urgence, et que c'est après cet article qu'on invite le président à déclarer la guerre lorsqu'il s'agit d'une menace extérieure, c'est-à-dire guerre d'agression ou d'occupation. Dites-nous aujourd'hui que nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Dites-nous aujourd'hui que Kagame n'a-t-il pas déclaré, mais c'est très grave. Je voudrais maintenant vous prendre en polémologie, parce que bien sûr, nous sommes tous des sciences sociales, mais la spécificité chez vous, c'est que vous êtes dans les relations internationales. Moi, je suis en sciences politiques. Je vous prends la polémologie et je vous prends même l'irénologie, qui sont les deux conflits, les deux thèses des relations internationales. L'irénologie, c'est là où on parle de la paix, et puis la polémologie, c'est là où on parle de conflits, c'est-à-dire la guerre. On parle de deux conflits, s'il vous plaît. Il y a des conflits en termes d'hostilité ou de belligérance dans les questions des relations internationales. Il y a les conflits internes, où nous trouvons la rébellion, où nous trouvons la guerre civile, où nous trouvons l'insurrection et tout autre que vous pouvez compléter. C'est un conflit national, même si il y a des implications de forces étrangères qui soutiennent une fraction du peuple qui se révolte ou réagit contre son régime. Le contraire, c'est qu'on appelle en polémologie la guerre, c'est-à-dire un conflit international qui peut s'agir d'une guerre, un conflit d'occupation ou un conflit d'agression. Et non, vous allez prendre la parole pour reléguer ces confusions-là. Et maintenant, l'agression est définie par la Charte des Nations Unies comme usage par la force, par un État tiers, pour porter atteinte à l'intégrité et la sécurité internationale d'un autre peuple. Les Nations Unies n'ont-ils pas reconnu la présence du Rwanda au Congo? Et le président rwandais n'a-t-il pas cité même le nom de l'avion que nous utilisons ici pour aller visiter les frontières? Est-ce que le conflit, l'hostilité entre le Rwanda et le Congo ne sont pas encore engagés? Vous dites qu'il n'y a pas guerre parce que le chef de l'État n'a pas encore déclaré la guerre. Mais est-ce que c'est la déclaration de la guerre du chef de l'État qui crée la guerre, ou bien la guerre existe avant? Vous êtes quel type de scientifique? Merci. Donc, il y a guerre parce que Kofi a dit la guerre c'est Obetinga na Betio. Bisona M23 envoyé par le Rwanda, Tobetanate. 2. Lorsque Kofi dit qu'on ne peut pas changer un ministre de Défense pendant la guerre, que ça n'a jamais existé, vous aussi en sciences politiques, vous défendez ça quand vous dites que dans le fond il a raison. Mais Poutine n'a-t-il pas récemment changé son ministre de la Défense? Et puis Zelensky n'a-t-il pas récemment changé son ministre de la Défense? Et vous chantez, vous dites dans le fond il a raison. Il dit ceci, on nous tape comme des petits enfants. De l'autre côté il n'y a rien. Mais s'il vous plaît, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans que plus ou moins que Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Le Congo, par les études d'un organisme international américain, vient d'être proclamé comme 8e place de puissance de fait en Afrique. Et le Rwanda 50e, Kofi dit que notre armée ne fait rien. Kofi dit que tous les efforts pour la guerre ne signifient rien. Alors que nous avons réhabilité l'usine de fabrication d'armes au niveau de l'Elikasi. Nous avons aussi des munitions à grande quantité. Donc tout ça, vous soutenez que vous dites, dans le fond, il a dit vrai. Et quel était le fond? Merci. Merci, monsieur Fumututo. Malheureusement, vous êtes venu en retard, s'il vous plaît. On me fait signaler à la fin. Je vous donne... on nous fait signaler à la fin, parce que monsieur Fumututo est venu en retard. Alors, la question, qu'en est-il de la bonne gouvernance un peu démocratique du Congo aujourd'hui? On nous parle, il y a monsieur Gilles Alignetti qui a été convoqué par le Conseil d'État. Est-ce que le Conseil d'État peut convoquer un inspecteur général de finances? Et aujourd'hui, y a-t-il des retombées sur le plan social par rapport à la bonne gouvernance?
J'aurais voulu qu'on s'éternise sur les sujets pour lesquels j'ai été convié ici. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'on n'a pas abordé ce sujet. Je vais encore vous inviter. Je crois que vous allez arranger une émission beaucoup plus élaborée. D'abord, je croyais qu'au fil des ans, mon estimé, parce qu'il prend de l'âge, il va élaguer la confusion qui a toujours élu domicile dans son esprit. Ok. La confusion. En fait, le plus grand danger, quand on parle de Fumutoto, on fait allusion à un confusionniste. C'est ça le grand problème. Ok. Moi, j'étais fort convaincu au fil des ans. Mon aîné avait déjà élagué cette maladie. Faut l'aider, de alors. la confusion. Vous me parlez de polémologie. En fait, j'ai même fait des tribunes. Je crois que vous me lisez. J'ai fait des tribunes sur ça. En relations internationales, il y a des manières de trouver la solution lorsqu'il y a un problème. La première manière, c'est la diplomatie, la voie pacifique, la négociation. Lorsque la négociation échoue, directement, sans réfléchir, on bascule dans ce qu'on appelle l'usage de force, la guerre, l'affrontement entre des États. D'abord, ça je vais expliquer parce que sur le plan de la diplomatie, nous avions échoué. Il était normal, comme nous avions échoué, à en croire le propos du chef de l'État lors de son passage à télé à Top Congo, qu'il va déclarer la guerre, c'était parce qu'on a échoué sur le plan diplomatique. Lorsqu'on échoue sur le plan diplomatique, on ne réfléchit plus deux fois. C'est l'usage des forces. Ça, c'est tous les doctrinaires me suivent. Je ne fais pas un débat à l'emporte-pièce. C'est des relations internationales. C'est du pire RI. Il fallait en effet, l'approche qu'il avait, c'était de déclarer la guerre. Là, c'était normal. Parce que la diplomatie, ça ne marche plus. Maintenant, très cher estimé, il ne suffit pas de croire que vous êtes en guerre pour que cela soit vrai, Fumutoto. Il ne suffit pas de croire. Vous êtes dans une fiction. Il ne suffit pas de croire. Il y a un certain comportement que vous devez en effet mener. Il y a une démarche à observer pour aboutir à ça, que vous êtes en guerre. C'est ça. Ça, c'est la confusion. D'abord, je prie une démarche constitutionnelle. Il faut en effet respecter le minimum pour convaincre l'opinion nationale et internationale que vous êtes réellement en guerre. C'est pas seulement vous en croyant. Nous sommes en guerre. Non, ça c'est vrai, oui, mais il y a des démarches à suivre. Et je vais dans les fonds. Maintenant, parlons du Rwanda. Chité. Oh, je suis déjà chité. Oh, le sujet pour lequel je ne parle pas de chité déjà. Monsieur Massouna, allez dans les fonds avec le Rwanda. Fumutoto. Ce que vous dites là, c'est une croyance basée, je ne sais pas sur quoi. Lorsque vous êtes en guerre avec un État, d'abord, je suis d'accord avec vous, le droit international viendra constater que vous êtes en conflit avec un autre État par rapport à votre comportement. Comment est-ce que vous réagissez sur le terrain? Maintenant, le comportement que vous avez vis-à-vis du Rwanda ne pousse pas le monde à croire que réellement vous êtes en guerre. Tantôt, vous vous cantonnez sur le M23, vous ne dépassez pas les frontières, vous n'allez pas directement vers le Rwanda, vous acceptez que la guerre se passe sur votre territoire, vous n'allez pas au-delà de ce qui est la sphère que nous voyons, le M23, ainsi de suite. C'est sur le sol congolais. Alors que vous touchez, c'est le Rwanda. Vous prenez le M23 comme le supplétif, appuyé par le Rwanda, mais le vrai, c'est le Rwanda. Quel est votre comportement vis-à-vis du Rwanda? Retenez ça une fois pour toutes, chers confusionnistes. Chité. Lorsqu'il y a guerre entre des États, on ferme les ambassades. Retenez ça une fois pour toutes. On chasse l'ambassadeur, ou soit on rappelle d'abord l'ambassadeur pour consultation, on le consulte, on voit, il donne des explications. Aussi on sent qu'il n'y a pas un changement, il y a une rupture diplomatique lorsqu'il y a des États. Lorsqu'il y a la guerre entre des États. Est-ce qu'il peut me répondre? Sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a une rupture? Je dis, il y a un certain comportement qui doit attester qu'effectivement vous êtes en guerre. Merci. Vous subissez en lieu et place de réagir. Encore, il me parle de la communauté internationale. Retenez encore une fois, chers confusionnistes. Il faut une résolution du Conseil de sécurité. Si vous voulez être internationaliste, pour attester, pour effectivement, là, c'est sur le plan de la forme. On ne doit pas ignorer ça. Il faut que la diplomatie marche à ce point. Merci, monsieur Aristote. J'aurais souhaité... S'il vous plaît, je vous propose
quelque chose. Mais S'il vous plaît, attendez, je vous propose quelque chose. J'ai des choses à dire, il y a de la matière. Attendez, parce qu'il m'a titillé. calmez-vous, je vous propose quelque chose. Les gens sont en train de nous suivre. Je donne à M. Fumutoto, par rapport à ce sujet, le mot de la fin. Si vous êtes disponible, je vous prends à 20h pour la deuxième thématique, un autre direct. Alors, moi, monsieur, je suis disponible. Voilà, si vous êtes disponible, c'est toujours le direct pour le deuxième sujet. Si vous êtes disponible, continuez. Il ne faut pas m'intimider avec les mots confusionnistes parce que c'est vous qui les prononcez. Alors que tout le monde qui t'aura suivi n'a pas vu. J'ai défini les conflits internationaux. Vous ne m'avez pas raconté. J'ai défini les conflits nationaux ou internes. Vous ne m'avez pas contredit. En quel niveau avez-vous établi ma confusion? Je vous rétorque la compréhension. Vous dites ceci. On ne peut pas parler pour la guerre, il faut la déclaration des Nations Unies ou la certification des Nations Unies. Est-ce que c'est la certification des Nations Unies qui crée la guerre, l'hostilité entre deux États, ou bien constate, s'il vous plaît. Ça vient après. Ça vient après. Merci. Merci, Aristote. Sur le plan interne, merci. Voilà. Mais attends, c'est le moment de la fin. Vous venez de rejoindre ce que j'ai dit sans le savoir, vous, messieurs les non-confusionnistes. J'ai dit ceci. L'article 85 de la Constitution, l'article 143 de la Constitution qui renvoie à l'article 186 ne disent pas que c'est le chef de l'État qui crée la guerre par sa déclaration. Les faits de la guerre existent et le chef de l'État vient la déclarer. Mais laisse-moi terminer. Mais pourquoi vous avez fait de la contradiction? Je termine. Non. Mais vous voyez. Alors, maintenant, vous avez dit que l'opinion internationale vient trouver la guerre. Sur la bonne gouvernance du Jules Alinguet, j'ai conclu en disant ceci. Le parquet général près de la cour, la cour des comptes, n'a pas qualité d'interpeller Jules Alinguet, sauf si le parquet général ou le procureur près du parquet général de la cour des comptes peut nous dire quelle est la disposition de la loi qui lui donne ce pouvoir de convoquer M. Jules Alinguet par rapport à la question liée à la formation de certains agents de la GECAMIN par les experts de l'IGF. Deuxième chose, si c'était le fait qu'on trouve que l'argent qui a été donné pour le paiement des inspecteurs a été ou aurait été versé dans les comptes privés de Jules Alinguet, ça serait un problème. Mais nous sommes farouchement opposés à toute forme d'intimidation sur la personne d'Alinguet par ceux qui ont volé l'argent de l'État et qui vont circuler bien de banque pour nous intimider. Nous n'allons pas renoncer à la patrouille financière. Merci M. Fumutoto Basanga, vous êtes venu en retard. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, vous avez laissé le public dans l'air soif. Merci aussi à M. Je demande à mon frère Aristote d'accepter 20h. Moi, je suis là. Pour qu'il ait le temps vraiment de me parler des relations internationales. Calmez-vous. Le programme du gouvernement de Mme Soumina. Est-ce qu'on peut en parler à 20h? Moi, je suis dispo. Est-ce que vous confirmez qu'à 20h, on peut faire ce débat avec vous? J'ai une autre mission. Merci. Maintenant, ce qui peut nous twister quand il sera disponible. Même demain, je peux venir. Voilà, moi j'accepte. Non, on va revenir d'abord sur les confusions de la diplomatie. Merci, ça n'a fini. Mais il n'y a pas de rupture diplomatique. Mais ce n'est pas la seule condition. Merci à vous. Et puis vous avez menti que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'on termine le procédure de diplomatie.